Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites-moi tout, docteur. En Guinée, nombreuses personnes vivent avec le VIH. 40 ans ou plus après l'apparition de la maladie et les milliers de personnes qui en sont mortes, le progrès de la science a quand même fait des miracles, qu'à cela n'empêche. Les défis restent nombreux. Grâce au traitement, aujourd'hui, être séropositif, messieurs ou madame, peut mener une vie normale, une vie amoureuse, sans pour autant contaminer d'autres. Chers téléspectateurs, on n'a toujours pas fini avec les conséquences de la maladie. Vivre avec le VIH, c'est être victime du regard de la société, le risque de perdre son emploi, être stigmatisé dans la société. Et quelles sont les voies et moyens que notre invité nous propose aujourd'hui pour que nous puissions regarder dans la même direction comment aider ces porteurs de virus à intégrer, à réinsérer dans leur milieu social pour répondre donc à toutes ces questions. Il est là le spécialiste Dr Koita pour plus de clarification. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir, Dr Koita. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos différentes questions et à celles des téléspectateurs, la deuxième partie évidemment. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous, docteur, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème, notamment le VIH. Docteur, vous êtes notre invité, vous êtes passé plus d'une fois dans cette émission. Le regard de la société compte plus que jamais dans la vie d'un séropositif, n'est-ce pas? Oui, bonjour Madame Sidibé. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez d'être une fois encore sur ce plateau de la RTG dans cette emblématique émission Dites-moi tout, docteur, qui est une émission de communication, d'information, d'éducation et de sensibilisation. Et je pense qu'il porte ses fruits à travers la population guinéenne. Surtout quand il s'agit d'une thématique aussi importante qu'est le VIH-Sida et qui repose essentiellement sur des activités de communication, de sensibilisation et d'information. C'est vrai, il y a encore cet effet de stigmatisation et de discrimination que nous connaissons au niveau de la maladie. Et ces effets sont des deux côtés, non seulement du côté du malade, mais aussi du côté de la population. Il faut que les deux côtés sachent que le sida est une maladie comme les autres. D'accord. On meurt d'hypertension artérielle. Bien sûr. On meurt d'un simple palu, de palu, on meurt de tuberculose, on meurt de diabète, on meurt d'accidents de circulation. Et aujourd'hui, les décès par accident de circulation sont aujourd'hui plus nombreux que les décès par le VIH-Sida. Mais on le dit d'ailleurs qu'on ne meurt pas du sida, il faut juste prendre son comprimé par jour. Il suffit tout juste. Donc, on devrait cesser de stigmatiser. D'abord, le malade lui-même doit cesser de se stigmatiser. Accepter son statut sérologique, suivre son traitement, et avec ça, il vivra comme toute autre personne. C'est la même chose que la population doit cesser de regarder de mauvais œil ce malade. Quand on prend un enfant qui naît avec le sida, quelle est sa faute dedans? Aucune faute. Est-ce que les parents vont vouloir abandonner cet enfant parce qu'il est né avec le VIH? Non. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a aujourd'hui des merveilles dans la science médicale qui font que, avec les traitements qui sont donnés pour les malades qui vivent avec le VIH-Sida, ils vivent comme n'importe qui
dans cette société, ils rentrent dans une production effective et ils contribuent au développement socio-économique du pays. Donc, il n'y a aucune raison de pouvoir stigmatiser. Aujourd'hui, quand tu prends ton traitement, non seulement tu ne fais pas de maladie, mais aussi tu ne contamines pas. Et nous parlons aujourd'hui dans notre contexte que le traitement est devenu un moyen de prévention. Autant tu es très bien dans son traitement et que ta charge virale est indétectable, autant tu as beaucoup de chances de survie et de ne pas contaminer ton prochain. D'accord. Alors, le programme, vous êtes le coordonnateur. Je veux rappeler que, chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau Dr Koïta, je l'ai dit, il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le sida. Docteur, le programme élabore nombreuses stratégies à l'horizon 2020. Quel plan vous nous proposez? Alors, il faut dire que nous sommes dans une phase très cruciale dans l'élaboration et de la mise en œuvre de nos stratégies. Au courant de l'année 2000, depuis le début de l'année 2019, nous sommes engagés dans le processus de reprogrammation de la subvention que nous avions. Et dans ce processus, beaucoup d'études ont été faites, notamment portant sur le dépistage. Nous avons des stratégies de dépistage différenciées, des stratégies de prise en charge différenciées. Nous avons des stratégies sur la charge virale et nous avons des stratégies sur la PTME. Demain, c'est demain d'ailleurs lundi, que nous allons commencer à travailler avec 29 sites à grande cohorte que nous avons identifiés à travers le pays. Quand je dis 29 sites, je veux dire c'est les centres dans lesquels les patients prennent leur traitement. Nous avons essayé d'identifier 29 où le nombre de patients est très élevé. Nous allons travailler avec ces 29 sites, les agents qui sont dans ces 29 sites, pour élaborer des mécanismes d'amélioration de la qualité de la prise en charge dans ces 29 sites. Et cela va se poursuivre aussi sur 66 sites PTME. La PTME, c'est le programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc, il va y avoir 29 sites de prise en charge médicale et 66 sites PTME qui ont été déjà évalués, mais nous allons travailler sur l'élaboration des plans d'amélioration de ces sites en vue d'offrir les meilleurs soins qu'il faut aux patients. Je vais vous dire de passage que c'est près de $1 million qui sont dégagés pour l'amélioration de ces sites d'ici 2020. Donc, dans les prochains jours, à partir de demain, c'est cette grosse activité que nous allons démarrer, que nous allons entamer à partir de Conakry pour les sites de Conakry. Et la semaine prochaine, nous venons à Kindia, où les sites de l'intérieur seront aussi regroupés pour pouvoir travailler. Donc, voilà les grandes stratégies que nous avions déjà en place sur le dépistage, sur la PTME, sur la prise en charge des patients, sur les stratégies de perdu de vue, l'appui psychosocial. Tout ceci sont des mécanismes sur lesquels nous allons travailler ces jours-ci pour pouvoir améliorer la qualité de la prise en charge des patients qui vivent avec le VIH. Alors, c'est une grande réforme au niveau du programme. Cela va sans dire que le rêve de vivre dans un monde sans VIH, selon l'ONU-SIDA, sera-t-il possible d'ici 2030, Dr Koïta? Il s'agit qu'on s'engage tous. Il est possible. Il est possible. Qu'est-ce que nous cherchons à faire effectivement? C'est d'éviter de nouvelles contaminations. Très bien. C'est-à-dire que si nous mettons en place les meilleurs mécanismes qu'il faut afin d'éviter les meilleures contaminations, oui, d'ici 2030, nous serons dans un monde sans VIH-Sida. Nous n'avons pas encore, certes, obtenu le traitement pour éradiquer le virus, mais si on ne contamine pas, il n'y aura pas de nouvelles contaminations. On réduit la chaîne. On réduit la chaîne. Et autant on réduit la chaîne, autant nous allons aboutir à l'élimination de la maladie. Donc, c'est en cela où il devient important que chacun s'engage. Que chacun s'engage d'abord dans la population, que tout le monde cherche à connaître son statut sérologique. C'est important. C'est absolument important.
On ne va pas dire à quelqu'un que tu es séropositif. Non, on ne te le dit pas en te voyant. Non. Il faut que tu te fasses dépister. Une fois que tu te fais dépister, il y a la possibilité, si malheureusement tu es séropositif, de te soumettre à un traitement, et un traitement qui va éviter que tu aies la maladie, qui va éviter que tu contamines d'autres. Donc, cette chaîne, si nous la respectons, nous sommes sûrs que nous pouvons absolument aboutir à l'objectif de l'ONU-SIDA d'ici 2030 dans un monde sans VIH-SIDA. D'accord. Cette réponse m'amène à poser une question. Ça s'écrit toujours VIH/SIDA. Alors, certainement, en tout cas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui différencie les deux mots, docteur? Ah oui, il y a une importante différence. Parce que le VIH, c'est un état sérologique. C'est un état sérologique. Et le sida, c'est la phase maladie. Oui. C'est-à-dire que ce sont deux états qui sont absolument distincts, qu'il faut connaître. Tu peux être séropositif et ne pas avoir le sida. Très bien. Tu as le virus. Et tu as le virus, mais tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Très bien. Et ce virus, c'est maintenant, quand tu ne prends pas ton traitement, c'est là où malheureusement ton immunité va diminuer du fait de l'augmentation du virus dans ton corps. Et en ce moment, n'importe quelle maladie qui t'attaque pourra avoir le dessus sur toi. Les maladies opportunistes. Hein? C'est ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Ça peut être maintenant n'importe quelle maladie. C'est-à-dire que ce sont même des maladies... Simple rhume, hein? Même un simple rhume. Oui. Même un simple rhume peut avoir le dessus sur toi parce que ton immunité a été complètement dégradée, a été complètement fragilisée du fait de l'abondance du virus dans ton corps. Donc là, tu vas commencer dans une seconde phase à développer la maladie et c'est cette phase-là qu'on appelle le sida. Très bien. Alors, docteur, nous sommes allés rencontrer professeur Mohamed Lamine Cissé, le dermatologue. Nous l'avons posé quelques questions. Nous allons suivre cet élément s'il est prêt. Et puis, on revient sur le plateau. Alors, l'élément n'est pas sur place. On va continuer, docteur Koïta. Alors, on va parler cette fois-ci, vous avez commencé, mais il faut donner plus d'explications. La couverture sanitaire, qu'en est-il? Alors, il y a des progrès. Il y a des progrès. Aujourd'hui, nous sommes environ à près de 50 000 patients sous traitement antirétroviral. Et ça, c'est véritablement un progrès. L'objectif, c'est, selon les données du Spectrum, nous avions 120 000 personnes séropositives. On aurait 120 000 personnes sous traitement séropositives en Guinée. Ça, c'est une estimation qui est faite à partir d'un logiciel qu'on appelle le Spectrum. L'idéal, c'est que les 120 000 personnes doivent être sous traitement. Malheureusement, les moyens que nous avons aujourd'hui nous permettent de mettre 50 000 personnes sous traitement, donc environ 45-49% des personnes qui sont sous traitement. Voilà un peu la couverture. Mais il faut comprendre qu'il faut d'abord se dépister avant qu'on rentre sous traitement. Certes, c'est une estimation des 120 000 personnes. Nous n'avons pas encore les 120 000 personnes séropositives sous la main, mais l'estimation nous donne ceci et cela doit nous permettre d'avoir beaucoup d'activités de dépistage pour aller sortir cette cible séropositive et de la soumettre sous traitement. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui que nous avions. Mais aussi, nous avions à peu près une centaine de sites de prise en charge, parmi lesquels 29 ont une très grande cohorte. Nous avions à peu près 410 centres de santé qui font de la PTME, de la prévention de la transmission du VIH à la mère-enfant, avec 66 qui sont de grandes cohortes, donc qui reçoivent un fort nombre de femmes qui viennent en CPN. Nous avions environ 110 centres qui font du dépistage volontaire. On a des sites qui font de la charge virale. Presque tous les sites préfectoraux font des CD4. Donc, la couverture devient de plus en plus importante, mais il y a véritablement encore beaucoup d'actions à faire. Beaucoup de choses à mener dans ce sens. Si l'élément est prêt, c'est bon, on va suivre. Nous sommes allés à la rencontre du professeur Mohamed Cissé, le dermatologue. Nous allons l'écouter.
Le VIH est un virus qui s'attrape en général par les rapports sexuels ou par le sang ou même par le lait maternel. Il finit par détruire peu à peu les défenses immunitaires et qui va partiellement développer les maladies opportunistes. Grâce aux traitements antirétroviraux, un porteur de VIH peut mener une vie amoureuse, faire des enfants et s'en contaminer d'autres. En général, les patients sont dépistés dans les structures de santé, soit parce qu'ils sont arrivés, ils sont malades. Les médecins proposent des tests de dépistage de VIH parce qu'il est de règle maintenant que quand quelqu'un arrive dans une structure de santé, qu'on lui propose des tests de dépistage. Alors, si la personne est dépistée séropositive, ça peut être donc directement dans notre service, elle est référée donc dans une structure de prise en charge comme la nôtre, ou bien ça peut être une personne qui se lève pour dire bon, je vais connaître mon statut sérologique, et il arrive dans notre structure et demande de se faire dépister, et là aussi la personne peut être dépistée. Et si la personne est séropositive, il va suivre un circuit, et ce circuit est le suivant. Dans un premier temps, il va bénéficier d'un counseling pour qu'il comprenne donc ce que c'est que l'infection par le VIH, ce que c'est que le traitement antirétro. Ce counseling-là est fait par des associatifs qui travaillent avec nous ici, qui jouent le rôle d'appui psychosocial ou d'assistant psychosocial dans notre service. On les appelle d'ailleurs communément ici des psychologues, et qui sont des personnes qui connaissent très bien ce que c'est que l'infection par le VIH parce qu'ils sont dans les associations. Après cette étape, donc, un bilan biologique est demandé aux patients, et à la suite des résultats de ce bilan biologique, le traitement antirétroviral est prescrit. Et si le traitement antirétroviral est prescrit, la personne repasse encore dans la structure qui s'occupe de l'appui psychosocial pour pouvoir le préparer au traitement antirétroviral. Une fois cela fait, il peut donc bénéficier de son traitement antirétroviral et il est suivi régulièrement. En Guinée, selon les chiffres, 5000 personnes auraient contracté le VIH. Dans le centre hospitalier de Donka, les patients bénéficient d'une prise en charge gratuite avec l'appui du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. L'avantage de cela, lorsque vous êtes dépisté, avec la politique aujourd'hui du pays, le test and treat, quand vous êtes testé, vous êtes dépisté séropositif, on vous donne directement le traitement. Le traitement, il est gratuit. Et l'avantage de cela, cela minimise la transmission du VIH à une autre personne. Et donc, le traitement devient aujourd'hui un moyen de prévention de la transmission du VIH. Et pour y parvenir, il faudrait que les gens acceptent de se faire dépister. Depuis 2010, les médicaments antirétroviraux sont disponibles dans toutes les structures de santé. Ainsi, seul le dépistage permettrait de connaître son statut et de limiter la transmission. Docteur, nous sommes... alors, nous avons vu le reportage de la rédaction politique rendu en studio par notre confrère Yaya. Dans le reportage, j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué la même chose? C'est-à-dire les chiffres que vous avez donnés et le chiffre qu'on a donné dans le reportage ne coïncident pas. Je pense que c'est un zéro qui a manqué chez vous. Vous avez voulu dire 50 000, vous avez dit 5 000. D'accord. Voilà, c'est un zéro qui a manqué. C'est en fait 50 000 personnes qui sont sous traitement antirétroviral sur l'étendue du territoire. D'accord. Et professeur Cissé est le président du comité médical technique. C'est-à-dire que c'est une structure que nous avions en place qui joue le rôle pour l'atteinte du 3e 90. Le 3e 90 de l'ONU-SIDA, c'est que du 2e 90 plutôt. Du 2e 90. Le 2e 90, c'est que toutes les personnes dépistées séropositives doivent avoir leur traitement antirétroviral. Très bien. 90% des personnes dépistées séropositives doivent être sous traitement antirétroviral. Donc, il est le président de ce deuxième 90 qui est le comité médical technique. C'est une instance technique professionnelle qui regroupe tous les prestataires et qui discute des enjeux d'une meilleure prise en charge des patients. Et c'est d'ailleurs autour de ce comité médical technique que nous allons commencer les travaux demain
pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les sites de prise en charge afin qu'ils donnent une meilleure prestation de service aux patients. Donc, nous avions 50 000, à peu près 50 000 patients ce traitement. Alors, vous nous corrigez très bien. Alors, au lieu de 5 000, c'est 50 000, il l'a dit. Docteur, quel est le rapport entre le programme et le service de dermatologie du centre hospitalier Donka? Alors, c'est un site de prise en charge du programme. Très bien. Voilà. C'est un site de prise en charge du programme. Il y a l'hôpital du jour. Ça n'a rien à voir avec le centre de dermatologie. Okay. Le centre de dermatologie est un service de l'hôpital national Donka, y compris même l'hôpital du jour qui est géré par le professeur Mohamed Sissi. Mais c'est des sites de prise en charge qui sont en relation directe avec le programme dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de prise en charge médicale des patients vivant avec le VIH-Sida. C'est un centre qui est très important pour nous parce qu'il est aussi un centre de référence pour les malades qui sont dans des situations un peu plus difficiles. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de ce centre, faire venir d'autres malades, qu'ils soient de Zérékouré, de Cancan, de Labé, de Dengraï, et qui nécessitent des prises en charge spécialisées, peuvent venir avoir ce traitement au niveau du CTA de Donka. En tout cas, lorsque nous sommes allés pour le reportage, nous avons vu un labo flambant neuf, tout propre. Et puis, selon le professeur Sissé, on peut reconnaître également, je lui ai demandé quel est le rapport entre le programme et entre le VIH et la peau. Il a dit que eux, professionnels, peuvent reconnaître très rapidement certaines dermatoses sur la peau et dire que automatiquement telle personne a la maladie. Alors c'était juste une précision. Vous avez parlé de PTME, transmission mère à l'enfant. Je sais que le programme a beaucoup d'embranchements, mais ce domaine vous préoccupe. Alors, vous menez un combat effréné pour briser cette chaîne. Alors, docteur, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un budget spécial pour cela, dans les différents centres de la place, les médicaments et autres, pour limiter, ou pourquoi pas arrêter la transmission mère-enfant? Alors, c'est le programme phare. C'est véritablement tout l'enjeu de la lutte contre le VIH-Sida. C'est tout l'enjeu de la lutte contre le VIH-Sida. Madame Sidibé, il n'est pas acceptable, au jour d'aujourd'hui, qu'un enfant naisse avec le VIH-Sida. Il n'est pas acceptable. Je vous dis bien, ce n'est pas acceptable qu'un enfant aujourd'hui naisse avec le VIH. Donc c'est tout l'enjeu de la lutte. Tout ce que nous devions faire aujourd'hui dans notre pays, c'est d'amener à réussir cet enjeu. Nous avons des traitements, nous venons de le dire, que le traitement est déjà une mesure de prévention. Ça veut dire que toutes nos femmes, toutes nos mères, toutes nos sœurs en âge de procréer ou en grossesse doivent rentrer systématiquement dans le programme de la prévention transmission du VIH de la mère à l'enfant. Parce qu'il y a la possibilité. Nous avons aujourd'hui quelque chose qui a réussi en Guinée. C'est la CPN, la consultation prénatale. Les femmes vont spontanément à la CPN. Dès qu'une femme est enceinte, à 3 mois, elle dit en sous-sous, c'est fait un automatique. C'est automatique. Elle va d'elle-même. Alors, dès que tu viens, il y a le service qui t'est offert, qui t'est proposé. Il faut que nos sœurs, nos mères, nos tantes acceptent ce service. Parce qu'il va de la santé de l'enfant qu'elle porte. On va tester cette femme en CPN. Si elle est malheureusement séropositive, elle va commencer le traitement antirétroviral pendant la grossesse. Et si elle fait le traitement antirétroviral pendant la grossesse de façon optimale, et de façon respectée, de façon efficace, l'enfant qui va naître sera séronégatif. Sera séronégatif. Cela, il n'y a même pas de doute à cela. Si cette femme accepte de rentrer dans ce programme de PTME et qu'elle le suive normalement bien, son enfant sera séronégatif. Quelle est la plus belle chose que d'avoir un enfant sain? Donc c'est tout l'enjeu de la lutte. Quand nous disons
qu'on veut avoir, à l'horizon de 2030, un monde sans sida, voilà où se trouve l'enjeu. C'est à ce niveau qu'il y a l'enjeu. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH. Donc, cela rentre dans l'application du programme de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et ce n'est pas difficile, puisque la femme vient d'elle-même pour regarder son albumine. Alors pourquoi si on lui propose de faire le test de VIH, pourquoi elle ne va pas refuser? Parce que regarder son albumine, c'est aussi corriger un certain nombre de défaillances que son futur enfant devrait avoir, y compris le VIH-Sida, y compris l'hépatite B, y compris la syphilis. Donc, ce sont des examens, des tests qui sont proposés à la femme. Il faut que nos sœurs l'acceptent. Aujourd'hui, ils sont gratuits. Très bien. Le comble, c'est que c'est gratuit. Donc, la femme n'a rien à acheter, elle n'a rien à perdre, sauf elle a à gagner, parce qu'elle-même, elle préserve sa santé. Et celui de l'enfant. Et celui de l'enfant. Et le résultat, c'est que l'enfant naît séronégatif. Et c'est cela que nous voulons avoir aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu que nous avions aujourd'hui dans la lutte contre le VIH-Sida. Alors, c'est vrai que vous avez l'enjeu, c'est éviter maintenant que les mamans transmettent la maladie, le virus à l'enfant, mais il y a aussi, quelles sont d'abord, docteur Koïta, quelles sont les perspectives pour des foyers à risque? Oui, nous avions, c'est vrai, des populations à risque. C'est les populations, les travailleuses de sexe, c'est les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes. C'est fondamentalement les deux populations clés pour la Guinée. Mais nous ajoutons à ces populations clés les travailleuses de sexe et les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes. D'autres populations que nous considérons aussi étant des populations à risque c'est notamment les populations des zones minières, les pénitenciers. Les pénitenciers, je veux dire les hommes qui sont en prison, et puis les malades tuberculeux sont des malades à risque, et puis les routiers. Les transporteurs. Les transporteurs. Voilà, tous ceux-ci sont des populations à risque. Il y a des programmes qui sont élaborés pour ces populations. Dans l'actuelle subvention que nous sommes en train de mener dans le cadre du Fonds mondial, avec l'appui du Fonds mondial, nous avions deux subventions qui se collent pour le VIH. Une subvention essentiellement pour la prévention qui est menée par Plan Guinée International et une subvention qui est menée par le ministère de la Santé à travers le programme que je dirige pour le VIH traitement. Donc au niveau de la subvention de prévention gérée par Plan Guinée, il y a toutes les activités de prévention liées à ces populations à risque. Donc, ils développent des activités de sensibilisation, de communication, des activités de dépistage communautaire pour que nous puissions avoir le maximum de ces populations à risque, les dépister et les soumettre sous traitement. Parce que, en réalité, elles sont, comme on le dit, c'est des populations à risque, c'est des populations aussi au niveau desquelles le foyer d'infection est le plus élevé. Vous prendrez par exemple les travailleurs de sexe, c'est la population la plus séropositive en Guinée, c'est à peu près 16% de prévalence. Les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes ont à peu près 11% de prévalence. Vous avez vu, je crois que les camionneurs doivent être environ à 4 ou 5%, les miniers à peu près à 6%. Tandis que dans la population générale, on est à 1,5%. Donc c'est pourquoi un focus est mis sur ces populations pour que nous puissions traquer toutes ces populations et voir comment pouvoir les dépister et mettre ceux qui sont séropositifs. Docteur, il y a une tranche, moi, qui m'interpelle. Par exemple, les hommes ayant le rapport avec les hommes et les prisonniers, comment les différents programmes qui sont habilités à gérer ce secteur, comment ils arrivent à circonscrire, surtout au niveau de ceux qui sont en prison et au niveau des hommes qui vivent avec des hommes. Alors, pour ce qui est des hommes qui sont en prison, il n'y a pas de difficulté. Il y a un service pénitentiaire qui est un service administratif de l'État qui relève du ministère de la Justice, et nous avions des activités de collaboration avec le ministère de la Justice pour la prise en charge de ces cas.
quand un prisonnier est malade, que ce ne soit pas seulement que le VIH-Sida, et les dispositions sont mises en place pour que ce malade, ce prisonnier, puisse bénéficier d'un traitement, soit à Ignacidim. Vous verrez par exemple que tous les prisonniers malades au niveau de la prison centrale de Conakry sont acheminés systématiquement à Ignacidim pour être pris en charge, quelle que soit la pathologie pour laquelle ils souffrent. Donc, c'est le même système qu'il y a. Nous avons développé aussi des activités dans toutes les grandes prisons de la Guinée. On a fait le tour avec le directeur général, je crois, des services pénitentiaires et le directeur des services sanitaires de la sûreté, où nous avons fait tout le tour de la Guinée pour pouvoir mettre l'accent sur le VIH et l'hépatite dans les prisons. Donc c'est un programme qui est là, qui est exécuté en collaboration avec l'administration pénitentiaire pour couvrir cette population. Pour ce qui concerne les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes, nous avions organisé ce groupe en ONG. C'est important parce qu'il est important d'abord, comme vous l'avez dit, comment circonscrire. Il faut d'abord qu'on les réunisse dans une certaine plateforme. Ce n'est pas que pour vanter ce qu'ils font. Aujourd'hui, le statut sexuel, chacun est libre de son statut sexuel. Ce que nous cherchons, c'est que personne, à cause de son statut sexuel, soit victime du VIH-Sida. Et nous, dans leur organisation, nous nous infiltrons pour les sensibiliser, pour les éduquer, pour les informer. Et il y a des leaders parmi eux qui acceptent cette sensibilisation, cette information, et qui, après, sont là pour pouvoir dispatcher les informations au sein de leur communauté pour réduire le risque de se faire infecter par le VIH-Sida. Très bien. Alors, je crois que c'est la deuxième partie. Le numéro va bientôt s'afficher. Là, on a déjà parlé de la gratuité des médicaments, des ARV, les dépistages également. Nous allons laisser les téléspectateurs vous poser quelques préoccupations, quelques questions qui les préoccupent sur le thème du jour. Alors, docteur, avant les téléspectateurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des labos de référence, est-ce que c'est à Conakry seulement ou ces mêmes labos se trouvent à l'intérieur du pays? Malheureusement, ces labos, pour leur fonctionnement, ils nécessitent de grandes actions. Il faut de l'électricité constante, il faut de l'eau constante. Et cela, ce n'est qu'à Conakry que l'on peut avoir cela avec efficience. C'est pourquoi, majoritairement, ils sont à Conakry, mais nous sommes en train de les décentraliser. C'est la biologie moléculaire qui se passe dans ces labos, et c'est important. Donc, nous allons essayer d'aller vers l'intérieur du pays. Je crois qu'un premier labo est en train d'être ouvert à Cancan, et nous allons continuer dans les différentes régions. On en revient tout à l'heure. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Allô, oui, bonsoir, messieurs. Allô? Malheureusement, c'est parti. D'abord, Cancan est doté de cette infrastructure. Oui. Alors, ça va être... alors, d'abord, on prend... allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Suzanne Mac. J'appelle de Kobaya. De Kobaya. Nous vous écoutons, madame Suzanne. Bon, je suis l'émission. Merci beaucoup. Je voudrais poser certaines questions à docteur. Allez-y. Les enfants qui sont atteints de VIH-Sida qui sont nés avec le virus, D'accord. leur maman est séropositive et l'enfant est né et avec un test, on dit que l'enfant aussi est atteint de la maladie. Qu'est-ce qu'il faut pour cet enfant pour le sauver? Très bien, c'est une belle question, professeur. Docteur, vous l'avez un peu... mais alors, revenez là-dessus. Alors, c'est une très très bonne question. Cet enfant, il peut être sauvé. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement que cet enfant commence le traitement antirétroviral. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions une pratique de l'EID, dépistage précoce, à 6 semaines de la naissance. J'insiste,
Parce que cette maman séropositive, si elle se savait séropositive, elle se met sous traitement. Si elle se mettait sous traitement antirétroviral, elle aurait sauvé son enfant. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu sauver son enfant. Ça n'a pas été le cas. Mais il faut qu'à 6 semaines de la naissance, que cet enfant puisse être testé. Et nous avions la possibilité, dans les 6 semaines, de savoir si l'enfant est séropositif ou pas. Et s'il est séropositif, malheureusement, il faut que cet enfant soit soumis immédiatement sous traitement antirétroviral, comme les personnes âgées. Donc, il y a des médicaments pédiatriques, il y a des médicaments pour les enfants, et l'enfant sera soumis à ce traitement. Comme les personnes âgées, il va vivre aussi sa séropositivité normalement bien, dans la bonne santé. Très bien. Alors, c'est parti. Bon. Allô? Allô, oui, bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Bon, moi, c'est Condé Ali Badra. Ali Badra. Je suis Dabompa. Dabompa, oui. Nous vous écoutons, monsieur Condé. En fait, je voudrais savoir, parce que je vais poser une question à docteur. Allez-y. Compte tenu d'une femme enceinte, par exemple, donc, une femme enceinte, la transmission entre mère et enfant, oui. Voilà, si ça trouve que, par exemple, la femme suit un traitement antirétroviral et qu'elle arrive à mettre l'enfant là, maintenant, est-ce que l'enfant là peut avoir un risque d'atteindre le VIH? Et si oui, est-ce qu'il faut, quels sont les méthodes qu'il faut pour que l'enfant là vraiment subisse aussi un traitement antirétroviral? Bon. À peu près, oui, c'est presque la même question que la dame vient de poser. Si. Mais si cette femme suit très très bien, je répète très très bien son traitement c'est ce que nous on appelle la prophylaxie antirétrovirale. Le terme prophylaxie, vous comprendrez que ça veut dire prévention. C'est-à-dire que si cette femme suit très bien sa prophylaxie antirétrovirale tout le long de sa grossesse, jusque dans la salle d'accouchement, jusqu'à 6 semaines de son accouchement, il y a de fortes chances que cet enfant ne soit pas né séropositif. Cet enfant naîtra séronégatif. Et je dis d'ailleurs qu'il naîtra séronégatif, cet enfant. Le risque est à peu près 0,1 ou 0%. Le risque, si la maman suit très très bien son traitement. Si malheureusement l'enfant est dépisté séropositif, oui, il aura son traitement antirétroviral. Mais ce que nous cherchons à ce que cet enfant naisse séronégatif. C'est ça que nous cherchons. Nous n'allons même pas à trouver d'autres alternatives. Est-ce que si? Non, nous n'avons pas d'autres alternatives. La seule alternative que nous avions, c'est que sa maman suive très bien sa prophylaxie antirétrovirale pour donner la chance à son enfant d'être né séronégatif. C'est la seule alternative que nous cherchons. Très bien. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien, madame? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Kantabadou Noréné depuis Maman. D'accord, monsieur. Votre question, s'il vous plaît. Ma question n'est rien d'autre que nous sommes dans une structure sanitaire, mais des fois, les femmes nous trouvent, ils sont négatifs, mais quand tu vois son mari est des négatifs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait tout ça là, et puis ils ont même des enfants ensemble. Alors, docteur, vous invite. C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Oui, il y a la sérodiscordance, qu'on appelle la sérodiscordance. La femme est séropositive, le mari est séronégatif, ou le mari est séronégatif, et vice-versa. Il y a cette sérodiscordance. Ce n'est pas dit que systématiquement, quand la femme est séropositive, le mari doit l'être, ou bien quand le mari est séropositif, la femme doit l'être. Non. Ce qui est le plus important aujourd'hui pour nous,
cet homme, cette femme, c'est que nous devions nous dépister très tôt. Voilà, nous devons nous dépister très tôt, ne même pas attendre qu'on soit malade. Parce que c'est ça aussi un peu la situation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous les séropositifs que nous avions sous la main viennent, le professeur Tressé vient de le dire, ils viennent quand ils sont malades. Oui. C'est quand les gens sont malades, ils viennent, le médecin prescrit un examen et c'est pendant cet examen qu'on se rend compte qu'il est séropositif. Cela ne devrait pas être. Nous devions connaître notre statut sérologique pendant qu'on croit qu'on est très bien portant. Et c'est en ce moment que l'on va gérer notre statut sérologique. On va prendre des précautions. C'est en ce moment qu'il faut prendre les précautions. Et ce sont toutes ces précautions-là que nous devons prendre parce que nous sommes censés faire de la progéniture. Et c'est cette progéniture, nos enfants, qui doivent nous supporter demain. Si aujourd'hui nous ne donnons pas une progéniture saine, alors nous n'aurons pas des bras sains pour nous prendre demain. À la vieillesse, oui. À la vieillesse. Donc, voilà en quoi il y a tout l'enjeu. Il ne faut pas qu'on agisse pour soi-même. Il faut agir aussi pour sa progéniture parce que demain, c'est cette progéniture qui est censée nous supporter. Donc, c'est un enjeu global dans lequel chacun devrait s'inscrire. Donc, cette sérodiscordance existe, bien entendu, mais ce n'est qu'en passant par les tests de VIH que l'on peut l'observer et prendre les dispositions qui s'en suivent. D'accord. Cette sérodiscordance, docteur, est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants, le couple peut avoir un enfant sain? Oui, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, comment ça va? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Mamadi Kamara. Monsieur Camara, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle à Vous nous appelez d'où? Votre question, s'il vous plaît. Voilà, ma question est que depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu une personne qui a de la VIH-Sida. D'accord, c'est formidable. Alors, nous prions que vous ne rencontrez pas les personnes malades du VIH. Voilà. Alors, j'ai coupé. Vous en rencontrez, monsieur, vous en rencontrez tous les jours dans la ville. Peut-être. Mais ce n'est écrit sur le front de personne VIH-Sida. Et c'est ça qui est le plus important. Vous en rencontrez partout. Il n'y a aucune famille en Guinée aujourd'hui qui soit épargnée. Il n'y a aucune famille aujourd'hui qui soit épargnée. Donc vous en rencontrez. Mais ce n'est pas écrit sur le front VIH-Sida. Mais cette personne, elle n'est nullement pas dangereuse. Elle est comme toi, elle est comme moi, elle est comme n'importe qui. Seulement, elle est malade. La personne est malade, c'est terminé. C'est comme si tu rencontrais quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui a l'hypertension. C'est la même personne que tu rencontres. Donc, je vous dis que ce n'est pas la peine de stigmatiser parce que c'est justement l'enjeu. Parce que quand on stigmatise ces personnes, elles vont se cacher. Si elles se cachent et ne prennent pas le traitement, ça devient plus dangereux, non seulement pour la personne elle-même qui est malade, mais aussi pour son environnement. Donc nous devions savoir qu'il n'y a aucune raison de les stigmatiser, qu'il n'y a aucune raison de les marginaliser. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent avec le VIH-Sida qui ont en leur charge plus de 1000 à 2000 personnes. Et bien foutu aussi, hein? Bien foutu. Bien. Et qui ont même 2000, 3000, 5000 personnes à leur charge qui sont des chefs d'entreprise qui font marcher l'économie de leur État. Donc, le VIH n'est qu'une maladie que l'on peut gérer autant que l'on peut gérer l'hypertension, que l'on peut gérer le diabète. Allô? 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 Oui, madame, comment allez-vous? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? Allô, oui, madame, vous allez bien? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Je m'appelle Charles Mohamed Karan. On ne vous entend pas, moi, monsieur Mohamed. Charles Mohamed Karan, depuis Conakry, ici à Francis. Très bien, monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Allô? Allô? Ok, donc j'aimerais savoir, est-ce qu'une fois qu'on veut se marier, par exemple, donc ta copine ou soit la personne que vous voulez la marier, bon, elle fait l'examen, elle est séropositive,
Donc, toi, en tant qu'un homme, tu sais déjà qu'elle est séropositive. Donc, est-ce qu'il sera possible de se marier avec cette personne ou soit de l'attendre? Alors, Le mariage est un choix. C'est d'abord un choix. C'est vous qui savez. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que d'abord cette femme, elle a le courage de venir vous dire qu'elle est séropositive. C'est d'abord un courage important. Elle aurait pu ne pas vous le dire. Mais si elle vous l'a dit, c'est déjà un courage important. Ça veut dire que vous pouvez l'accompagner dans son statut. Vous pouvez l'accompagner dans son statut. Mais si vous accompagnez cette femme dans son statut, je suis sûr que vous pouvez fonder un bon foyer. Parce qu'il s'agira de quoi? Il s'agira que cette femme va suivre très bien son traitement antirétroviral. Et je vous confirme que si elle suit très bien son traitement antirétroviral, il y a plus de chances qu'elle ne contamine pas. C'est-à-dire que si elle suit son traitement, nous avons la possibilité de contrôler la charge virale, de savoir quel est le niveau de la charge virale. Si la charge virale de cette femme est indétectable pendant plusieurs étapes de contrôle, c'est que cette femme peut ne plus contaminer. Elle peut ne plus contaminer. Autant elle ne contaminera pas son enfant si elle est en grossesse, autant elle ne contaminera pas son conjoint. Maintenant, vouloir la marier ou ne pas vouloir la marier, ça c'est une question qui lui revient, lui. Ça te revient à toi. Oui. Ça te revient à toi de savoir si tu veux la marier ou si tu ne veux pas la marier. Mais moi, je pense que tu la maries ou que tu ne la maries pas, mais si tu l'accompagnes dans sa situation, ça sera en tout cas bénéfique et pour elle et pour sa progéniture. Allô? Oui, madame, bonsoir. Oui, votre nom, monsieur. Bonsoir à vous également. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est M. Abel Mpona depuis Koundara. C'est formidable. Depuis Koundara, monsieur, nous vous écoutons. Voilà, je voulais demander à docteur Allez-y. la différence entre... Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Voilà, je voulais demander à docteur la différence entre l'hépatite B et le VIH-Sida. L'hépatite et VIH, docteur. Oui. Merci. Oui, ce sont deux maladies différentes, sauf qu'elles s'attrapent de la même manière. C'est le même mode de transmission. Voilà, de transmission. Et aussi, à peu près, ils ont le même mode de traitement. C'est-à-dire que c'est des maladies infectieuses qui peuvent se prendre sexuellement, comme on peut l'attraper sexuellement, on peut l'attraper par voie maternelle, on peut l'attraper par voie sanguine. Vous avez vu, c'est exactement comme le VIH. Mais après, il faut que, aujourd'hui, l'information que vous devez avoir, c'est que la prévalence de l'hépatite B en Guinée est plus élevée que celle du VIH-Sida. On est environ entre 10 à 11% de prévalence en hépatite B et à 1,5% de VIH-Sida. Mais les gens ne disent rien. Alors que l'hépatite tue aujourd'hui plus que même le VIH. Mais les gens pensent que ça passe inaperçu. Donc, ça aussi, aujourd'hui, le programme, l'hépatite a été intégré au programme VIH-Sida parce que, comme je viens de vous le dire, ils ont leurs similitudes de contamination. Donc, on a aussi, dans le cadre du traitement, il y a aussi les antirétroviraux. Mais là aussi, comme le VIH, quand la charge virale devient indétectable, ce malade à l'hépatite B peut ne pas contaminer. Mais ce qui est le plus important, c'est que il y a au moins pour l'hépatite B la possibilité de ne pas l'attraper si on se vaccine très tôt, parce qu'il y a un vaccin. Donc, on peut se vacciner pour l'hépatite B pour ne pas l'attraper. D'où la nécessité aussi de se rapprocher des structures de santé pour que les enfants à la naissance soient vaccinés. Ça aussi, le programme existe de la vaccination à la naissance pour éviter qu'on attrape cette maladie. Mais aussi, comme je le disais, les possibilités sont aujourd'hui offertes pour pouvoir couvrir aussi cette maladie au niveau du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Allô? Allô? Alors, allô? Allô?
Allô? Bon, docteur, on a passé le temps, les recommandations, les conseils, à tout ce qui regarde cette émission. Et puis, juste un aperçu sur la journée. Vous serez là avant la journée pour parler un peu le programme de cette année de la journée mondiale du sida. Mais avant, on peut prendre cet appel. Allô? Allô, oui, bonsoir. C'est parti. Conseils, recommandations. On ne cessera jamais de le dire. Nous sommes le personnel de santé, les techniciens de santé, le ministère de la Santé. Nous remercions vraiment la RTG pour la mise en place de, comme je le disais, cette emblématique émission Dites-moi tout, docteur, parce que c'est à travers ça que nous pouvons informer les gens. Mais il est important que les gens sachent que d'abord, on peut bien vaincre le VIH. Et la première façon de vaincre cette maladie, c'est d'abord de se faire dépister. Allô? Oui, oui, bonsoir monsieur, votre nom, d'où vous nous appelez? Oui. Allô? Bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Kamala Mara. Oui. Oui, je voudrais poser une question au docteur. Allez-y, monsieur Camara. Par rapport à la maladie d'hépatite C. L'hépatite C, allez-y. Voilà. Supposons quelqu'un qui a cette maladie, comment il faut procéder pour guérir la maladie? Parce que vraiment, chaque fois quand nous passions dans les hôpitaux, on nous donne beaucoup d'ordonnances. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il peut nous dire certains produits efficaces pour pallier à Docteur, est-ce que vous avez compris un peu? Oui, oui. D'accord. Oui. Merci, monsieur Camara. Merci, monsieur Camara. Le problème était que jusque-là, elle n'était pas encore reconnue en tant que problème de santé publique, mais depuis l'hépatite, mais depuis une année, elle est reconnue comme étant un problème de santé publique et intégrée dans un programme national. Ce n'est plus le programme national de lutte contre le sida, il devient un programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Comme le VIH-Sida, le malade doit se présenter dans un centre pour se faire dépister. Quand vous vous faites dépister, il faut que là où vous faites dépister, vous aurez toutes les informations nécessaires pour la prise en charge adéquate. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'hépatite C et l'hépatite B. L'hépatite C n'est pas très fréquente en Afrique et en Guinée, mais l'hépatite B, si. Donc, dans tous les cas, c'est au niveau des structures de santé que vous pouvez avoir cette différenciation et les directives vous seront données pour une meilleure prise en charge. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, un programme est mis en place. On a élaboré des documents de prise en charge, des stratégies de mise en œuvre. Donc, on est en train de faire une mobilisation de ressources pour pouvoir assurer la prise en charge des cas d'hépatite, surtout d'hépatite B que nous avions et qui est plus important en Guinée. Mais c'est exactement le même circuit qu'il faut faire, un circuit de dépistage. Ensuite, après le dépistage de l'hépatite, il y a aussi des examens complémentaires qu'il faut faire parce que n'est pas soumis sous traitement qui le veut et qui est de l'hépatite. Donc, il y a des examens complémentaires qui ont lieu. Le médecin va prescrire ces examens complémentaires qui portent très généralement sur la charge virale pour savoir si oui ou non ce patient devrait être mis sous traitement ou non. C'est à la suite de ça que le patient va être indiqué sur son sort pour avoir son traitement ou bien en cette étape qui n'a pas besoin de traitement. Donc tout ceci dépendra de la relation que vous aurez, vous, patient, avec votre médecin traitant. Un programme est mis en place, j'insiste, et qui va essayer d'être au niveau national. Nous sommes en train d'aller petit à petit, mais nous allons être au niveau national bientôt pour couvrir tous les besoins dans ce domaine. Docteur, vous avez parlé de la charge virale. La charge virale, ça coûte un peu cher, non? Oui, mais elle est gratuite. Ah, d'accord. Très bien. Pour l'hépatite et le VIH. Pour le VIH, d'abord, elle est gratuite. Très bien. Pour le VIH, elle est gratuite. Elle ne l'est pas pour l'hépatite. Parce que nous n'avons pas encore mobilisé les ressources pour cela. D'accord. Mais c'est un programme qui est naissant. Donc,
mobilisation de ressources en cours pour que au moins ces prestations aussi pour l'hépatite deviennent gratuites. Mais le traitement antirétroviral, lui, il est gratuit pour l'hépatite. Très bien. Puisque nous avons le même traitement qu'il faut pour le VIH, nous donnons ce traitement aux malades hépatites. Maintenant, pour la charge virale de l'hépatite, qui est un peu, dont nous n'avions pas les intrants, les patients sont obligés d'assurer ça eux-mêmes. Très bien. C'est la dernière question, je crois. On n'a plus le temps. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui. Madame, bonsoir. Votre nom, rapidement. Oui, allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Mon nom, c'est Mariam Diallo. Éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît. C'est Mariam Diallo. Madame Diallo, nous vous écoutons très rapidement. Oui, je voulais poser une question à docteur. Vas-y, rapidement. Quels sont les symptômes de l'hépatite B là? Rapidement, docteur, Oui. on n'a pas le temps. Oui, bon, les symptômes sont très souvent connus. C'est un peu au niveau de l'hépatite, c'est d'abord cette couleur jaune. Jaunâtre des yeux. Jaunâtre des yeux qui peuvent être Le ventre aussi, le ballonnement. des ballonnements de ventre, ainsi de suite. Mais il faut faire attention sur les signes extérieurs des maladies. Il faut beaucoup faire attention sur les signes extérieurs des maladies. Il peut y avoir similitude avec d'autres. Il peut y avoir similitude avec autre chose. Le mieux, c'est de se faire dépister. Très bien. Le mieux, c'est de se faire dépister. Professeur Cissé l'a dit, vous l'avez confirmé, le traitement, le dépistage sont les moyens de prévention aujourd'hui. Alors, docteur, nous sommes dans la semaine de la fête, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, de nous éclairer sur certaines zones d'ombre. Et je crois qu'on va profiter pour souhaiter bonne fête. C'est la semaine parce que ceux qui sont partis à l'intérieur, certains ne sont pas revenus, donc on en profite. Ah oui, bonne fête à tous ceux qui sont partis à l'intérieur, qui sont partis fêter à l'intérieur. Nous leur disons, faites attention. Faites attention à la route, revenez calmement. Oui, être prudent. Ne vous pressez pas, revenez calmement. La route aussi est très mortelle, donc revenez calmement. Vous avez laissé vos familles ici pour aller fêter au village. Vous avez laissé vos parents au village pour revenir à la capitale. Faites de sorte que ça se termine très très bien. Et bon retour à ceux qui étaient à l'intérieur du pays. Bon séjour pour ceux qui sont de l'autre côté à la Mecque. Parce que nous en avons aussi beaucoup de parents à la Mecque. J'espère qu'ils ont bien fêté, qu'ils ont bien fait leur pèlerinage. Et nous souhaitons à Allah que leur retour aussi se passe dans de très bonnes conditions. Docteur, moi je profite pour souhaiter bonne fête, je ne l'ai pas fait, au directeur général de la télévision, M. Savané, et son adjoint, M. Fanassouma, le directeur de la télévision, les différents directeurs des différents programmes, des différentes sections. Et bonne fête à ma maman et bon rétablissement à elle. Elle est un peu souffrante, et à ma tante aussi. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je dirais bonne fête à mon ministre. Ah d'accord. Alors moi de toute façon, je l'ai fait. Pour qui je suis là. Alors moi aussi j'en profite. J'en profite. J'en profite pour le souhaiter. Et à mon directeur national, Dr Timothée. D'accord. Avec eux là. J'en profite. Alors j'en profite, monsieur le ministre, bonne fête à vous, et madame Baldé Mariam et madame Mahadja Fantasso, bonne fête à vous tous, bonne fête également et bon rétablissement à ma maman et à ma tante Rawa depuis Kindia. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'autre sujet. Allez, merci à l'équipe technique du jour, l'équipe de tous les dimanches. Merci et à très bientôt.